Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein. Ce matin, on parle des chutes et traumatismes chez les personnes âgées, hein. Donc, je suis accompagnée de Dr Apiti qui est avec nous pour nous parler un peu des conséquences, de la gravité, hein, de ces chutes, hein. Ne pas prendre à la légère parce que c'est très très important de bien surveiller aussi nos parents, nos grands-parents, hein, qui sont avec nous, hein, comme il disait tout à l'heure. Il faut savoir être reconnaissant. Bien sûr. C'est ça, docteur. Moi, je le dis toujours parce que c'est seulement ces gens qui vont faire de telle sorte que notre vie soit de plus en plus améliorée parce qu'actuellement, on est dans des choses qu'on ne comprend pas. Ouais, absolument. Donc, soyons reconnaissants et puis soyons avec eux, hein, du mieux qu'on peut. Bien sûr. Du mieux qu'on peut. Et puis, c'est pas du tout évident, mais on n'a pas le choix. Justement, tout à l'heure, on parlait des post-chutes. Vous nous avez un peu expliqué en long et en large, hein, que quand une personne âgée tombe, il faut pas laisser longtemps sur place. Donc, il faut l'aider directement à se relever. Mais bon, quand la personne se retrouve seule à la maison, ça, c'est un peu plus compliqué, docteur, non? Oui, c'est ça le problème. On ne dit pas que ça n'existe pas chez nous, mais comme je le dis, en contextualisant, ce n'est pas aussi fréquent chez nous. Ouais. Parce que dans nos maisons, on a tout fait pour que généralement, tout au moins, là où il y a la grand-mère qui est le petit-fils ou la petite-fille, ils sont là. Donc, comme on l'a dit la fois passée, il ne faut pas que cette grand-mère soit vue comme une sorcière. Tant qu'il n'y a pas cette idée derrière, cette personne ne sera jamais seule. Ouais. Mais dans les autres pays, essentiellement les pays européens et peut-être en Amérique, tout ça, ils ont mis des mécanismes en place de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle téléalarme. Donc normalement, lorsque la personne tombe, il y a un système d'alarme qui déclenche et informe peut-être le poste de secours, d'urgence, qu'il y a telle personne qui est tombée. Mais ce qui est cher quand même, donc on ne va pas trop rentrer dans ça. Moi, je pense qu'on doit tout faire pour que on dédramatise la conception que l'Africain a de ces personnes âgées. Oui. Toutes les fois que nous avons eu l'occasion de discuter avec les Occidentaux qui sont sérieux, professeurs en gériatrie, ils nous ont toujours dit que l'exemple de la prise en charge de la personne âgée nous viendra de l'Afrique. Ce qui veut dire que ces personnes ont compris que véritablement tout ce qu'ils ont mis en place ne règle pas les problèmes. Non. Nous ne devons pas être dans la dynamique de désocialiser nos parents pour les mettre dans une maison de retraite. Parce qu'une infirmière ou bien deux infirmières qui vont gérer peut-être 40 personnes âgées, mais en dehors du fait qu'on va faire de surplace, ça ne donnera aucun résultat. Donc nous on a déjà la science d'avoir ce qu'on appelle la famille. La famille, c'est ça. Même si tu n'as pas d'enfant, directement ton frère, ta soeur, même un peu branlon, arrive souvent à suppléer ça. Donc, si on ne fait pas attention, demain, on rentrera dans ce jeu-là, où on sera obligé d'aller faire les téléalarmes alors qu'on n'aura pas l'argent pour pouvoir faire. Il ne faut pas toujours qu'on copie ce qui est cher. Peut-être ça ne va pas plaire aux gens, et ça qui fait que tout ce qui consiste à réduire la production, la reproduction, c'est pas trop intéressant, parce qu'il faut penser à tout ça. Moi, je connais des gens qui ont eu beaucoup d'enfants, mais qui ont été immensement riches, parce que pour certains, le fait d'avoir des enfants constitue une charge. Et si tu es responsable, tu dois te battre pour pouvoir gérer ces enfants. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfants qu'on devient systématiquement riche. Moi, je connais plein de gens aussi qui n'ont pas d'enfants, mais qui ne sont même pas mariés, mais qui me demandent de manger. Donc, il va falloir qu'on voit l'aspect utile de l'enfant. Oui. Et de pouvoir en donner. On ne dit pas de donner comme on veut, mais il faut un minimum, parce que la nature aussi, parfois, nous crée des ennuis. Et tu ne sais pas si tes 5 enfants vont rester en vie jusqu'à ce que toi tu aies 80 ans. Donc, parfois les enfants quittent avant les parents. Donc, nos ancêtres ont pensé à tout ça. Ils savent que la nature, le créateur, à des moments donnés, peut décider autrement. Donc, si vous faites un enfant, ou bien 2 enfants, et que, bon, je dis que vous n'avez 60 ans, les 2 partent, vous pouvez vous retrouver dans la situation si vous n'avez pas d'enfant. Oui. Donc, c'est tout ça. Je pense qu'il faut aussi qu'une politique soit mise en place. Et que cette politique soit contextualisée en tenant compte de tous ces aspects. Sinon, demain, on sera à la place des gens qui seront à notre place après. Parce qu'eux aussi ne vont pas comprendre que ce n'était pas une bonne politique chez eux. Oui, j'imagine bien. Et quelles sont les conséquences, justement, des chutes, hein, chez ces personnes-là? Bon, comme je le disais, souvent nous disons que les chutes, vraiment, c'est un gros livre. Oui. Mais de manière classique, on peut dire, tout comme toute une personne tombe, il y a des conséquences immédiates. Donc, quand vous tombez, il y a ce qu'on appelle les conséquences traumatiques. C'est-à-dire,
tout ce qui peut survenir sur un organe parce que quelqu'un lui a, ou bien quelque chose lui a donné un coup. Donc ça peut être des conséquences traumatiques liées aux os. Mais ce qui est important de soulever chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus le col fémoral qui se fragilise avec l'âge dû à l'ostéoporose. C'est plutôt ça qui est plus grave. Donc c'est la fracture du col fémoral. Les autres fractures, bon, on peut gérer sans souci d'une manière ou d'une autre, mais c'est surtout la fracture du col. C'est pour ça que je dis aux gens, notre objectif premier, c'est que si on retrouve votre parent debout, qu'elle reste debout. Le jour où la personne âgée tombe, il est difficile, si vous dites que vous n'avez pas l'argent aujourd'hui pour venir en contact, pour faire le bilan, de trouver 4 millions, 5 millions pour aller faire une prothèse sans lesquelles même, en dehors duquel personne n'est sûr que la personne va remarcher comme avant. Donc, c'est la fracture du col fémoral. Maintenant, les autres organes peuvent être touchés. On peut être touché au niveau de la colonne vertébrale et faire les paralysies, tout ça. Il y a les conséquences viscérales, mais essentiellement le cerveau. La personne âgée a cette facilité à saigner dans le cerveau parce qu'avec l'âge, il y a des parties du cerveau qui disparaissent. Donc, c'est comme si le cerveau ne remplit plus totalement la boîte. Donc, quand ça tombe, c'est comme si ça secoue dans la boîte. Donc, oui, la personne âgée va saigner. On en reçoit plein qui font des confusions, tout. Vous vous interrogez et puis vous posez la question, s'il y a une chute il y a 6 mois, 1 an, on vous dit oui. Vous faites le scanner, c'est le saignement et il faut aller opérer. Ça aussi, c'est à faire 2 millions. Mais dès qu'on fait, quelqu'un qui était en train de mourir bien dans le coma, la personne revient généralement. C'est ça. Il y a les conséquences même qui sont liées au fait que la personne est immobilisée pendant longtemps, comme je l'ai dit. C'est pourquoi il faut relever la personne. Oui, la personne perd les muscles, oui, qu'on appelle rhabdomyolyse. C'est-à-dire les muscles sont en train de se fondre. Et quand ça fond, comme ça libère des choses qu'on appelle la myoglobine, tout ça là, le rein peut commencer par souffrir jusqu'à ce que vous pouvez atterrir en dialyse. Vous voyez pourquoi il dit, dès que vous sentez quelqu'un tomber, il faut aller prendre rapidement. Sinon, s'il faut atterrir après en dialyse et que peut-être la personne a cassé le col fémoral, tout ça là, mélangé, la personne ne peut pas. Ça, c'est les conséquences, je peux dire, médico-chirurgicales. Maintenant, il y a les conséquences psychosociales. C'est ça qui arrive au fait que la personne sera démotivée, la personne ne va plus manger, il y a la dépression, la désadaptation et puis le glissement. Il y a aussi les conséquences, comme je l'ai énoncé récemment, économiques. Parce que toute prise en charge d'une chute est toujours chère. Parce que c'est au décours de cette chute qu'on vient se rendre compte que la dame a une cardiopathie, bien le papa a une cardiopathie, et le papa a peut-être telle pathologie au niveau de la colonne vertébrale, au niveau cérébral, tout ça. Et ça revient de plus en plus cher. Maintenant, la personne ne va plus marcher en même temps. Après, on va introduire la kiné. Si la personne n'est pas motivée, on va amener le psychologue. Tout cela va faire que ça va revenir cher. Donc, notre objectif premier, c'est de faire tout pour que les personnes âgées ne tombent pas. Moi, il dit toute personne âgée qui est là doit pouvoir peut-être, à un moment donné, voir un médecin qui connaît à peu près tout le bilan qu'il faut pour une personne âgée. C'est pourquoi il dit, si les autres veulent protéger les personnes âgées, ils n'ont qu'à connaître au moins ce qu'on demande généralement chez un sujet âgé. Pas oui, un bilan, on met les choses, non. Qu'est-ce qu'il faut demander? Pourquoi je demande? Comment je peux analyser les médicaments qui sont chez la personne âgée? Parce qu'il y a des livres qu'on appelle prescription médicale adaptée aux personnes âgées, Stop Start, tout ça là, qui permettent de rationaliser comment il faut prescrire. Parce que, je devais dire ça dans les causes, la iatrogénie, qui consiste à donner des maladies aux gens, est très fréquente chez le sujet âgé. Il y a beaucoup de médicaments qu'on prescrit qui font chuter les sujets âgés. Que ce soit les médicaments de tension qui vont diminuer peut-être la tension, bien les médicaments qui vont les faire pisser pour créer l'hypotension par déshydratation, tout ça là, ça peut les faire tomber. Les médicaments qui gèrent un peu les humeurs, les troubles de comportement, tout ça, peuvent rendre la personne âgée somnolente et la faire tomber. Les médicaments qui agissent un peu sur le rythme cardiaque peuvent faire tomber la personne. Non? C'est surtout ça. Quel que soit ce que vous allez faire à la fin, il faut toujours interroger les médicaments. Et on dit, déjà une personne âgée qui prend un médicament a environ 1,4 fois de risque de tomber. Déjà à partir de 2, ça peut faire 2 fois le risque, tout ça. Donc tomber, oui. Le nombre de médicaments déjà est un facteur de risque de chute. Bref, c'est les 3 grandes conséquences médico-chirurgicales, psychologiques et financières. Tout n'est pas dans les médicaments encore. Bien sûr, bon, comme j'aime toujours le dire en souriant, que notre nourriture soit notre premier médicament. Ouais. C'est ça qui est plus important. Heureusement qu'en gériatrie, on dit souvent, bon, bouffer, bouger, boire. C'est ça aussi qui fait que le fait de surcharger les personnes, des mesures qu'on appelle mesures géno-diététiques, ne mange pas ça, ne prend pas ça, ne prend pas ça, est souvent délétère au sujet âgé. La personne âgée
On préfère même que la personne âgée, si elle ne va pas prendre trop du poids, soit quand même en bon point. Parce que nous, on dit, avec la ménopause, entre guillemets un peu l'andropause, tout ce qui gère le système musculo-squelettique part. Mais le fait que la personne âgée a quelques réserves en graisse, ça joue un certain rôle de système endocrinien qui permet de produire un peu ces hormones qui vont renforcer les os. Donc, c'est souvent ça. Et puis, quand on parle de renforcement des os, moi, je dis aux gens, bon, en tout cas, on sait que dans les pays occidentaux, on parle du lait, qui est riche quand même en calcium. Mais nous, on a des choses ici qui sont plus riches en calcium. Nous avons nos pains de singe, là, ce qu'on appelle chez nous en Agban. Oui. Que ce soit les feuilles, riches même en fer, tout ça là, qu'on peut prendre pour faire du jus, qu'on peut manger comme du petit fruit, tout ça là. On laisse tout ça et on va aller payer ce qui est plus cher. Voilà, pour aller alors que prendre ces jeux sont sur la route, au bord de la route. Donc il y a a plusieurs gogo. mécanismes pour régler les problèmes. Ouais. Seulement, il faut qu'on descende pour voir si je suis dans un milieu, est-ce que le Créateur n'a pas tout mis pour que je sois en bonne santé. Moi, je pense que les Africains ont tout. Il y a quelque chose qui est souvent en vogue. Moi, je profite toujours pour dire, généralement, même si ce n'est pas trop bon, à faire des compléments alimentaires. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi. Et puis, c'est des choses qui sont immensement chères. Je ne veux pas casser le business de quelqu'un. Mais quand on est dans un milieu où on n'a pas assez de moyens, pourquoi payer des choses pour lesquelles vous ne maîtrisez même pas? Alors que quand on dit complément, c'est quelque chose qui vient compléter ce qu'on a déjà pris. Il est plus simple de payer les fruits, qui sont souvent au bord des routes moins chers, et manger après chaque repas et avoir tous ces compléments-là, que de prendre encore des pilules ou des gélules qu'on ne maîtrise pas. C'est la connaissance. C'est ça. Ben, justement, on a quelques questions pour vous, hein, docteur. Monsieur Eli, qui dit qu'il habite dans une cour commune et quels sont les dispositifs à mettre en place pour éviter que sa maman tombe tout le temps en allant à la douche aux toilettes. Bon, je ne sais pas si sa maman utilise la même douche. Même si c'est une cour commune, il y a des cours communes dans lesquelles les gens ont les choses en interne. Mais si ce n'est pas WC douche interne, qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne connais pas aussi l'âge de sa maman. Si sa maman est solide, c'est que quand sa maman veut sortir, si lui-même il est libre, il reste un peu à distance, il regarde. Si le sol de la douche est carrelé, il y a des types de carreaux qui doivent être là. Si ce n'est pas ces types de carreaux, si c'est des carreaux glissants, il faut qu'on arrange ça. Si ce n'est pas des carreaux glissants, il observe. Et comme je l'ai dit, quand il atteint un bruit, qui n'est pas un bruit ordinaire, il n'a qu'à aller voir. Si c'était un truc purement personnel, interne, j'allais dire, bon, voilà comment il faut faire. Il faut changer le carreau, il faut voir peut-être l'éclairage, tout ça. Mais c'est une cour commune. Si le propriétaire de la maison a décidé d'une ampoule, il est difficile que vous vous levez seul pour aller changer. C'est ça. C'est ça. Donc, l'important, c'est que s'il avait les moyens, qu'il crée en interne, si c'est possible, un lieu de toilette à sa maman. Ce serait mieux parce que tomber dans ces affaires de fracture du col, hématome sous-dural, tout ça, syndrome post-chute qui reviennent très cher, reviendrait plus coûteux que de mettre en place une toilette en interne pour sa maman. Interne. Madame Ayele qui veut savoir quelles sont les conséquences d'une fracture liée à une chute chez les personnes âgées. Bon, comme je l'ai dit, les conséquences, tout ce qu'on a dit comme conséquences médico-chirurgicales, psychosociaux et financières, ne sont que les conséquences de la chute en fait. Oui. Donc, si votre papa ou votre maman tombe et a une fracture du col, je pense qu'elle parle de fracture du col. Oui, fracture, elle n'a pas précisé. Ah ok. Tombe et que la personne ne peut plus marcher. La personne ne va plus avoir le goût à la vie. Si la personne n'a plus le goût à la vie, la personne va passer tout son temps peut-être à rester couchée. Et quand la personne reste couchée, la personne ne va plus marcher. Conséquence, la personne peut partir. Quand je dis souvent partir, c'est pour ne pas choquer les gens. Oui. La personne peut commencer par faire les plaies, parce que la personne ne marche plus. Tu fais les plaies sur les fesses. La personne peut commencer par fabriquer des caillots qui vont aller dans le poumon. La personne peut commencer par faire des infections, parce que lorsque vous n'êtes pas en position verticale, le flux de l'air ne se fait, donc les choses stagnent dans les poumons. Au niveau de l'appareil urinaire aussi, vous allez faire aussi les infections. Donc ce qui serait mieux, c'est que, comme je l'ai dit, dès que vous voyez une chute, le plus tôt possible, il faut aller soulever la personne. Mais c'est encore mieux de prévenir tôt en emmenant toute personne âgée à faire au moins un premier bilan gériatrique. Quand il dit bilan, il y a la consultation. On évalue aussi la chute. Parce que ça, on n'en avait pas parlé. Je ne sais pas si ça va venir après. Quand vous venez en consultation, il y a des choses qu'on fait pour savoir si vous allez chuter dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tout ça. Oui. Et il y a des choses qu'on fait. On appelle test de 5 levées de siège. Comment il faut se lever 5 fois, distance, talon, genou, ce qu'on appelle vitesse du pas, tout ça. Là. On analyse tout ça. Et ça permet d'évaluer si vous avez
la possibilité de tomber et on met un kiné. Parfois on trouve quelque chose, parfois on trouve rien. On met un kiné, c'est le kiné qui viendra vous apprendre à faire tout ce qui permet d'être en équilibre en fait. C'est ça. Et donc vous aussi, hein, si vous voulez poser des questions, si vous avez des questions, des inquiétudes, appelez-nous ou bien laissez-nous un message sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. On arrive à la fin de l'émission, docteur. On va parler de la prévention justement. La prévention, comment prévenir les chutes? Bon, comme je l'ai dit, 30 minutes c'est beaucoup, mais souvent c'est très insuffisant pour tout dire. Pour prévenir la chute, je dis, je ne vais pas parler pour les médecins. La première des choses, c'est qu'il faut être très attentionné pour ses parents. Quand on dit attention, ça veut dire que c'est pas que vous êtes attentionné que vous allez savoir un moment donné que maman ou papa ne va pas bien, je dois l'amener voir un agent de santé pour que le médecin maintenant cherche à dépister toutes les causes qui peuvent faire chuter la personne et trouver ces maladies et mettre les traitements qu'il faut. Et ça, c'est ce que je peux dire de manière globale, parce que si on veut rentrer sur le plan didactique, ça va finalement embrouiller la suite. Moi, je veux seulement que les gens prennent attention à leurs parents. Maintenant, aux médecins, de pouvoir faire les petits tests, comme je le dis, qui permettent d'éviter les chutes, de prévenir les chutes. Comme par exemple, get up and go test, comme on dit, la personne se lève et marche pendant 5 minutes, la vitesse du pas, la distance entre le genou, tout ce qui permet d'avoir l'équilibre. Ça, c'est les médecins. S'ils veulent, il suffit qu'ils aillent sur Internet et payent un livre, ils vont voir comment on fait tous ces tests avec les vidéos YouTube, et puis ils le font. Ça permet aussi de prévenir les chutes. Donc, l'essentiel, c'est que la personne âgée ne tombe pas. Comme je le dis souvent, si la personne âgée tombe, ça devient toujours plus compliqué après. Même si on essaie par mille moyens de les mettre debout. Un grand merci. Merci beaucoup, docteur. Et puis je rappelle que vous êtes spécialiste en gériatrie, gériatre. Et donc pour la prise en charge des personnes âgées. Un grand merci à vous d'être sur ce plateau. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à informer les gens sur surtout parler des personnes âgées. Un grand merci à Clésso et puis à Aristide à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.